Bonjour tout le monde. Alors, je ne sais pas si le micro est vraiment nécessaire vu que nous sommes un petit comité pour l'instant. Et merci aux courageux présents de ce matin. On espère que d'autres nous rejoindront en cours. Mais bon, là, du coup, ce sera un échange encore plus sympathique. Vous serez en direct et en petit collectif. Donc pour ceux que je n'ai pas encore rencontrés, je m'appelle Naomi Dakulsi, je suis chargée de mission et d'accompagnement au pôle Pépite, le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat, un dispositif du coup qui accompagne cette année pour la 5e année 24 porteurs de projets à mener donc un projet entrepreneurial en parallèle de leurs études ou d'un emploi et parfois donc juste jeunes diplômés. Donc ce matin, on aborde un sujet lié à l'entrepreneuriat, le storytelling et l'art de transporter son auditoire. Je vais vous introduire le programme. Voilà, bon café sans filtre. Donc on va demander à Alexandre et à... Pardon, j'ai oublié. Nicolas, excusez-moi. Pour vous, qu'est-ce que le storytelling, du coup? Déjà, bravo à Charlotte. J'ai eu des petits frissons à la fin. Parce qu'en effet, le storytelling, c'est surtout des émotions, vous l'avez compris. Je me souviens en 2009-2010, un matin, j'avais une présentation justement, j'étais en école de commerce. Et je l'ai complètement foiré. C'était sur du marketing et je me souviens que j'ai répété exactement la phrase le street marketing, c'est du coup le marketing dans la rue. J'étais en dernière année d'école de commerce, mes potes se sont foutus de ma gueule. Et le soir, je me suis dit, putain, mais comment j'ai pu autant foirer ce truc-là que je connaissais, enfin, foirer. Juste cette phrase-là, pour moi, c'était complètement aberrant. Bref, plus tard, après, j'ai pu valider mon diplôme en master, que mes parents pensaient que j'allais jamais réussir. J'ai eu le brevet aussi des années avant, ric-rac, j'ai eu 10,16, donc pareil, ils pensaient même pas que j'allais l'avoir, ils pensaient même pas que j'allais avoir une école de commerce non plus. Mais j'ai réussi à continuer, à avancer. Et ensuite, je me suis retrouvé tous les matins à prendre le RER, le métro, porte de Clichy. Tous les matins, je me levais, j'aimais bien ce que je faisais, mais pas la manière dont je le faisais. Du coup, je me suis dit, je vais arrêter, je vais terminer tout ça. Je suis parti, j'ai quitté mon CDI, j'ai rendu mon appart et je suis parti en voyage pendant 1 an et demi avec ma copine de l'époque. Et en fait, on avait créé un blog de voyage. Et du coup, c'était ce qui me motivait beaucoup plus que de prendre le RER et le métro tous les matins. Et donc, on est parti pendant 1 an et demi, on a voyagé, d'où le fait que je sois venu en Calédonie. On a bossé avec l'Australie, les Philippines, la Polynésie. Et j'avais en effet trouvé à peu près ce que je voulais faire. C'était mettre en avant du coup les entreprises, les territoires, en parler, leur aider à communiquer, à mettre en avant justement leur trésor, le fait qu'ils voilà, ils puissent profiter de leur avantage. Et donc, je suis arrivé en Calédonie, je me suis mis à mon compte. En arrivant ici, j'ai eu 2-3 expériences qui se sont pas mal passées dans des entreprises. Je pensais qu'en arrivant dans les îles, ça allait être le CV cocotier. En fait, pas du tout. C'est quand même sérieux. C'est pas parce qu'on est au soleil qu'on bosse moins que les autres. Sauf que ça, mon père s'est dit non, mais tu vas en Calédonie, tu vas être au bord de la plage tout le temps. Et finalement, du coup, 2 mauvaises expériences. Et je me suis dit, bon, en fait, management ici, j'aime pas trop, ça me plaît pas. Alors, je suis peut-être tombé sur les 2 pires entreprises, je ne sais pas. Mais j'ai rappelé, du coup, la personne avec qui je travaillais en France, dans le CDI, porte de Clichy. Et je lui ai dit, écoute, je peux plus être salarié, là, ça me saoule, j'en ai marre. Et en fait, on s'est dit, lançons quelque chose ensemble. Lui, il était au Brésil, moi, j'étais ici. Voilà, très simple, totalement éloigné, on avait 4 ou 5 heures de décalage, je crois. Et on a commencé à lancer, du coup, quand même un business en ligne. Donc moi, je bossais le soir, surtout chez moi, pour être en lien avec la France, pour leur vendre de l'accompagnement et des formations LinkedIn. Donc j'aidais les entreprises à trouver des clients sur LinkedIn. Et donc pendant 2 ans, j'ai fait ça. Et à un moment, je me suis dit quand même, c'est con, j'habite en Calédonie, je bosse pas avec les Calédoniens, ça me frustre. C'est dommage, j'habite ici, pourquoi ne pas moi aussi à mon tour les aider à se mettre en avant. Et du coup, j'ai ouvert une patente en 2021 pour du coup proposer mes services de communication, de digital, de stratégie de vente, d'aider les entreprises à se développer sur la communication, sur la vente, trouver des clients.
Et c'est donc ce que j'ai fait. Petit à petit, ensuite, je suis arrivé prof à l'université, dont certains étudiants qui sont là aujourd'hui. Et je vois que tout a bien été retenu parce que c'était une super présentation de Sydney. On peut l'applaudir. Et aujourd'hui, voilà, je fais ce qui me plaît. J'ai trouvé ce qui me plaît, pourquoi se lever le matin. Et je pense que c'est quand même le plus important. Et c'est pour ça que je pensais à Charlotte tout à l'heure pour son grand-père. Moi, je pense à mon père, qui aujourd'hui est fier de moi, qu'il n'était peut-être pas à l'époque. Vous voyez, j'ai des petits frissons. Et ma mère, que j'ai perdue pendant le confinement en France, il y a 3 ans, quand je suis rentré, qui a beaucoup cru en moi, qui m'a beaucoup aidé, et qui à l'époque, pourtant, ne savait pas où j'allais aller. La phrase, c'était tout le temps, mais que va-t-on faire de toi, Alexandre? Je pense qu'aujourd'hui, elle peut être fière de moi, et moi, je suis fier d'elle, de mon parcours. Voilà, et je vous souhaite de trouver votre voie et de vous épanouir. En tout cas, Pépite, je pense que c'est un bon moyen de le faire. Voilà. Merci à tous. Et après, le storytelling, vous l'avez compris, c'est en effet de l'émotion, savoir à qui on parle, toujours la cible. Et forcément, on est tous des grands enfants. Sydney l'a dit, Charlotte l'a dit aussi, on adore les histoires. Des péripéties, moi, c'est ce que je raconte aussi du coup sur LinkedIn, c'est toujours partir d'une information, tout ce que vous faites, tout ce que vous vivez chaque jour, les gens que vous rencontrez, les choses que vous apprenez, des discussions que vous pouvez avoir, c'est des prétextes à en parler, à raconter des histoires autour de vous, soit pour parler de vos projets, soit pour trouver un boulot, pour mettre en avant une entreprise, peu importe. Vous avez tous des choses à raconter, donc racontez-les. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour ces partages. Donc, je pense qu'on va passer aux questions. Donc, est-ce que quelqu'un a une question? Non. Ok, moi j'en ai une alors. Donc, comment vous en êtes-vous arrivé à entreprendre aujourd'hui? Comment vous êtes arrivé là, c'est-à-dire? Comment est-ce qu'on en est arrivé à entreprendre? C'est super large comme question. À son compte, tu veux dire, hein. Oui, c'est vrai que je l'ai dit. Et qu'est-ce que je peux rajouter? J'étais pas du tout destiné à entreprendre parce que autour de moi, personne n'était entrepreneur. Donc j'avais pas du tout de modèle, merci, à suivre. Et c'était pas dans mon éducation, en tout cas. Mes parents, pour eux, c'était vraiment tracer les études et tu auras un métier salarié. Mon père était 30 ans en banque, ma mère 30 ans dans un hôpital, donc vraiment, c'était pas du tout destiné. Mais c'est avant tout des rencontres. Je sais pas si vous avez la ref. Merci. C'est très boomer, c'est vrai. Je me rends compte que là, je suis un peu vieux. Bref, c'est des rencontres parce que déjà des profs pendant mes études. Et ensuite, une rencontre, comment j'ai rencontré ce mec-là qui m'a embauché, c'était via Kudoz. Alors, vous connaissez aussi sûrement pas. C'est, à l'époque, on appelait ça le Tinder de l'emploi. C'était le fait de pouvoir zapper entre des offres de job. On avait un profil et c'était du coup oui ou non, gauche ou droite. Et en fait, ça, si vous mettez oui, ça permet d'envoyer 300 caractères, il me semble, et votre profil LinkedIn à la personne, au recruteur. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu contacter une boîte, donc cette agence digitale dans laquelle j'ai travaillé. Et j'ai bossé, donc c'est là où j'étais à Clichy, dernier étage d'un immeuble, vraiment le pire truc, mais c'était génial. Enfin, ce qu'on faisait, c'était top. C'était accompagner les entreprises à faire de l'inbound marketing. Alors, je ne sais pas si vous avez tous le terme ou pas. Inbound marketing. Vous avez l'outbound marketing et l'inbound. Outbound, c'est le marketing classique. C'est-à-dire que vous communiquez et vous allez vers le client pour lui vendre. J'ai une voiture, je vous la vends. Ok. Je vous le push vers vous. L'inbound, c'est le marketing entrant. C'est à l'inverse, le client qui vient vers vous. Comme vous connaissez votre cible, encore une fois, vous voyez avec le storytelling aussi, il faut connaître sa cible. L'inbound, vous connaissez votre cible, donc vous produisez du contenu pour elle via Internet, via votre site web, donc référencé sur Google ou sur YouTube. C'est lui qui va chercher l'information parce qu'il a besoin de cette chose-là, d'acheter une voiture.
C'est lui qui va arriver sur les réseaux, et sur les réseaux, si vous avez bien fait votre job, il va remonter jusqu'à vous, jusqu'à votre site, jusqu'à votre profil LinkedIn. Il va ensuite discuter avec vous. Ça, c'est l'inbound. C'est-à-dire que c'est une manière de vendre sans vendre, et surtout de jouer avec le référencement, bien connaître sa cible, pour que ce soit lui qui vienne à vous. Comme ça, c'est pas vous qui faites le job, mais vous montrez que voilà, vous êtes venu parce que il y a un vrai intérêt. Bref, c'est ça que je faisais donc pour Mylan et Sanofi, par exemple, des cabinets pharmaceutiques, donc dans cette entreprise. Et en fait, avec lui, pendant 8 mois, je suis resté, avant de partir pendant les 1 an et demi, je suis resté 8 mois avec lui, et en 8 mois, j'ai pris une claque, clairement. J'ai appris plus de choses quand... J'avais quel âge ? 24 ans, comme ça. Parce que lui, à 16 ans, il avait déjà monté plusieurs business. Il avait développé en fait des templates WordPress, donc des sites tout faits qui vendaient. Il faisait ses études, à côté il les vendait, il se faisait de l'argent. Quand je l'ai rencontré, il en était à sa 4e entreprise créée. Et du coup, en fait, il m'a désacralisé vraiment le fait d'entreprendre, le fait de lancer des business, comprendre que c'était pas si compliqué que ça. Tous les on-dit, tout ce qu'on nous raconte sur l'entreprise, entreprendre. Alors évidemment, je vais pas vous dire de vous lancer tout de suite, sauf pour Pépite, parce que si c'est pas fait pour vous, c'est pas fait pour vous, mais si vous en avez peur, renseignez-vous, entourez-vous, parce que parfois c'est vrai qu'on a des préjugés là-dessus, et il suffit parfois d'une bonne rencontre, de discuter, de se mettre dedans, pour ensuite faire le pas, sauter le pas. Et grâce à lui, bah, moi vraiment c'est ce que j'ai pu faire, et ensuite développer d'autres business. Hier soir justement, je discutais avec un vidéaste qui est installé à Bordeaux, que j'ai interviewé pour ma chaîne YouTube. Je fais un petit call to action si vous voulez me suivre sur YouTube. Et du coup, je l'interviewais parce qu'avec lui, on a créé un mastermind YouTube, justement. En fait, je l'ai trouvé sur LinkedIn, il disait, tiens, qui est chaud pour développer sa chaîne YouTube ? Je me suis inscrit, on était 7-8. Et en fait, en suivant le mastermind, donc c'était un rendez-vous toutes les semaines ou 2 semaines, pour échanger sur YouTube, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait dire, comment monter les vidéos, comment les tourner. Vraiment full YouTube. Et ben en fait, je me suis rendu compte que je m'étais quand même assez informé sur YouTube pour aider d'autres personnes. Et donc avec ce vidéaste, on s'est dit bon bah on va monter un mastermind sur 3 mois. On va le faire payant. C'était pas très cher, c'était 300 € sur 3 mois, donc ça fait 100 € par mois. Et toutes les semaines, on faisait donc une visio d'1 heure, 2 heures pour former ces gens. Donc c'était des entrepreneurs, des indépendants, à vraiment tout maîtriser de YouTube. Donc c'est quel nom donner à votre chaîne comme un business, quel est l'objectif, de quoi je vais parler, comment je vais en parler. Le montage, le tournage, et ensuite promouvoir les vidéos. Parce que Charlotte aussi en parlait avec les nombreux articles sur les réseaux que tu as pu faire. C'est très bien de l'écrire, mais ensuite, en effet, il faut comprendre qu'on a besoin de le promouvoir. Vous avez peut-être la meilleure idée, votre projet Pépite, mais si personne ne le connaît, ça va être compliqué. D'où l'importance du storytelling. Raconter une histoire derrière, soit à la Steve Jobs en expliquant que vous avez toujours commencé dans un garage, soit en racontant votre histoire parce que y avait un problème un jour, vous vous êtes rendu compte d'une problématique, la réponse n'existait pas, donc vous l'avez créée. C'est vrai que c'est souvent ça qu'on retrouve dans les... Et en tout cas, vous le faites très bien dans vos pitchs pépites que j'ai pu écouter, donc voilà. J'espère que j'ai été assez... Encore plein de choses, mais... Nicolas, je t'en prie. Question vague, je dirais pour ma part, dès le départ en fait, j'avais déjà cette envie-là parce que le MBA a suivi en fait les études de finance sur la partie entrepreneuriat. Et il est évident qu'avant de se lancer, il est très important quand même de poser quelques jalons et surtout de se sécuriser parce que une fois qu'on est lancé, après c'est très compliqué de ressortir si on n'a pas réussi sans perdre de plume. Ça c'est, je pense, quelque chose qui est très important à dire pour les entrepreneurs. Et donc pour mon expérience en fait, j'ai été au départ associé, enfin non associé, un gérant non associé dans une société. J'ai racheté ensuite des parts et ensuite au travers de l'évolution de la société, donc c'était la société de gestion de fortune on appelle ça un family office. C'est qu'on va pas gérer que les avoirs financiers, on va gérer les avoirs immobiliers et les avoirs de parts de société. Et donc on avait besoin derrière d'avoir des outils de travail et au travers de ces outils de travail, c'est comme ça qu'on a ramené la société de courtage en crédit qui me permettait moi d'avoir des accès privilégiés aux banques locales pour faire des opérations. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé là-dessus. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on découvre vraiment une manière de travailler, un rythme de vie, un rythme de travail, une quantité de... On compte plus ses heures et c'est surtout ce que j'apprécie moi dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on n'est plus du tout en train de regarder la montre.
Et oui, certes, moi, tous mes amis qui sont salariés me disent oui, mais t'as pas de patron, tu fais ce que tu veux. Ouais, ça c'est faux. On va être très honnête. Ouais, tu fais ce que tu veux, mais tu as quand même beaucoup de choses à faire et beaucoup plus que quand tu es salarié. Donc au final, après, tu dispatches ton temps comme tu as envie, mais tu dois répondre à des besoins clients sur des horaires d'ouverture classiques parce que les autres gens travaillent. Et ensuite, tes tâches administratives qui doivent être faites, parce que normalement, quand tu bosses pour un patron ou tu bosses pour une société, il y a des gens qui le font à ta place. Donc si, quand tu te lances, comme la majorité des gens, tu n'as pas les moyens de payer non plus 50 personnes pour faire ce travail-là, et tu le fais toi. Et donc tu te fais des plages horaires énormes. Par contre, ça te donne une espèce d'adrénaline qui est assez incroyable. Et je pense que le vice de l'entrepreneuriat, c'est qu'une fois que tu as commencé et que tu commences à réussir, en fait, ça s'arrête jamais. Parce que tu es tout le temps dans cette recherche de réussite. Et c'est vrai qu'on se rencontre et ensuite on revient. Donc ça, c'est l'aspect vraiment philosophique. Et ensuite, on se rencontre également qu'il n'y a pas de plafond de verre. Et là, quand je dis plafond de verre, c'est plafond de rémunération. C'est que, quoi qu'on en dise, on travaille tous pour avoir un confort de vie. Donc oui, il y a des métiers qui sont plus passionnants que d'autres. Mais en tant que salarié, on va toujours arriver, il y aura toujours un plafond. Que dans le monde de l'entrepreneuriat, il n'y a pas de plafond. Le seul plafond, c'est celui que tu te fixes. Donc il est évident qu'avant d'atteindre un certain plafond de celui des salariés, il faut quand même bosser. Parce qu'arriver à un revenu salarié, je ne sais pas vous me corriger si je me trompe, mais arriver à un revenu de salarié, il faut quand même aller charbonner. Mais par contre, derrière, une fois que vous avez passé ce niveau-là, vous vous rendez compte que au final, il n'y a pas tellement de limites et que vos horaires de travail, quand vous êtes salarié, vous vendez votre temps à un employeur pour un certain prix, le prix que vous avez négocié dans votre contrat de travail. Alors qu'à l'inverse, en tant qu'entrepreneur, vous ne vendez pas votre temps, vous faites fructifier votre temps. Et là, c'est vraiment quelque chose de complètement différent. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je pense que c'est bon. Je vais aussi essayer de répondre. Vous pouvez l'applaudir, moi je trouve que sa phrase de fin, elle est carrément pris la place. Et moi, je vais aussi faire un peu cette différence entre salarié et entrepreneur. Moi, comme je vous l'ai raconté, j'ai fait mes premières armes en fait à la Caisse des dépôts et consignations. C'est un établissement public. Donc j'étais salariée en fait pendant 6 ans. Et on va dire que dans les dernières années, j'ai été un peu étriquée dans 5 semaines de vacances. Moi, j'ai toujours aimé les vacances. Et je me suis dit, c'est pas possible en fait qu'on m'interdise de prendre des vacances si j'en veux plus que 5 semaines. Donc ça a été un moteur pour moi de me dire, non, si j'ai envie de partir maintenant, je pars. Et quand j'ai créé mon association, dont j'étais la directrice, j'ai une mouche qui m'aime, je me suis dit, ok, il y a le droit du travail. Mais finalement, si j'ai envie de partir, je partirai. Et pourquoi je voulais cette liberté, c'est qu'à l'époque, j'avais un petit frère, je raconte encore ma vie. Ce petit frère, en fait, qui était très malade et qui, du jour au lendemain, m'a dit « J'ai envie d'aller au Japon. Et est-ce que tu pourrais me rejoindre ?» Et je me suis toujours dit, s'il me dit « On y va », il faut que je puisse y aller et je ne veux pas demander l'autorisation à un employeur. Et c'est ce que j'ai fait, d'ailleurs. Je l'ai rejoint au Japon à 2 reprises. Merci beaucoup, une nouvelle fois. Question peut-être ? Moi, je voulais vous demander, parce qu'en fait, pour être entrepreneur, il faut être un peu touche à tout. Genre, il faut connaître un peu, être polyvalent. Et je me demandais, par exemple, pour vous, comment vous avez fait vous avez suivi des formations spéciales dans un domaine pour réussir à monter votre entreprise, ou vous avez tout appris autodidacte? J'ai pas fait de pépite. Non, moi c'était une école de commerce, marketing et business. Donc il y avait quand même pas mal de choses sur marketing et la communication et finance ou quoi. Mais comme je le disais à mes étudiants, ce que j'ai appris en marketing, ça m'a pas vraiment servi derrière, très peu. C'était vraiment des notions et du coup derrière, tu te rends compte dans le monde du travail que c'est pas vraiment la même chose. Pour répondre à ta question, grâce à cette rencontre avec le CDI là, dans la boîte d'Inbound, j'ai beaucoup appris là-dessus. Je me suis formé, j'ai passé des certifications HubSpot, pour ceux qui connaissent. C'est un logiciel américain leader de l'inbound marketing. Je me suis formé surtout beaucoup à côté, j'ai fait pas mal de stages aussi pendant mes études, tous les domaines du digital, donc c'était rédaction web, parfois bénévole, community manager, chef de projet, business développeur aussi, commercial. Donc
c'est vrai que je commençais un peu à toucher à tout. Sans m'en rendre compte, j'allais vers l'entrepreneuriat, ce qu'on appelle parfois aussi slasher, le fait d'avoir plusieurs métiers. Mais c'est vrai que c'est surtout le terrain, et c'est surtout à force de me rendre compte qu'il y avait des choses que je ne maîtrisais pas, je me rendais compte en fait que j'étais de plus en plus conscient et compétent. Je sais pas si vous voyez il y a voilà, inconscient, incompétent. Là, je me rendais compte qu'en fait c'était énorme, gigantesque, tout ce qu'il fallait savoir, et qu'en effet tu te rends compte que y a beaucoup de choses à apprendre si on veut se développer. Peut-être qu'il va falloir quand même se spécialiser. Moi j'étais dans le digital, j'ai voulu tester un peu tout, la rédaction, community management, communication, business developer. Et après je me suis dit bon ok, ça me plaît bien, j'aime bien. Là je pars sur l'inbound, donc avec cette boîte, derrière LinkedIn. Et en fait quand tu es à ton compte, oui, il faut savoir tout faire. Il faut savoir vendre, commercial, trouver des clients, le pitch, donc savoir bien communiquer, savoir rédiger aussi, savoir utiliser les réseaux sociaux, le montage, la vidéo. Quand j'étais blogueur de voyage, ça m'a aussi beaucoup appris, quoi. Le fait de voyager, il y a les langues aussi qui m'ont servi, quelque chose qui m'a servi quand même de l'école de commerce, anglais et espagnol, plus d'autres voyages aussi. Mais c'est vrai que c'est beaucoup avec le terrain, parce que tu te rends compte que quand tu rentres dans le monde du travail, c'est vraiment à la rencontre avec les gens et de rencontrer des personnes qui sont plus âgées que toi. Il y a une théorie, c'est la théorie des 33%. Il faut côtoyer 33% de votre temps des gens qui sont de votre niveau, on va dire. C'est votre classe sociale, c'est vos amis, c'est votre entourage. 33% de personnes qui sont, on va dire, moins âgées. Par exemple, si vous êtes prof avec des étudiants, c'est très bien. Ça vous permet de flatter votre ego et de vous dire tiens, je connais des choses et je vais en parler, je vais le partager. Et le dernier 33%, c'est des personnes plus âgées que vous. Et en fait, je me rends compte que je suis souvent avec des personnes plus âgées. J'ai 32 déjà. Et je suis souvent avec des personnes 35, 40. Et en fait, sans s'en rendre compte, ça permet d'avoir une maturité, une sagesse. Et ça nous permet de gagner du temps en fait. Moi, ce que je fais gagner comme temps à mes clients sur de la communication, de la stratégie, pour eux, pour leur business, et moi aussi, j'arrive à le retrouver personnellement avec des personnes qui sont plus âgées et qui m'apportent des choses. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui. Voilà, dernière question, moi je continue chaque année à me former. Pendant le confinement, je me suis formée sur le PMP, c'est le Project Manager. En fait, on va dire une licence anglo-saxonne qui donne une certification de chef de projet, gestionnaire de projet. Là, en ce moment, je suis en train de me former justement sur la communication de marque personnelle. Donc, j'apprends les techniques que Alexandre propose à ses clients et c'est génial. C'est pour ça que je suis un peu active sur LinkedIn parce que j'ai des devoirs à faire. Donc, chaque année, en fait, il faut se former parce que on n'a jamais fini d'apprendre. Je pense que je vais aller Désolé, mais je pense que je vais aller un peu à l'inverse de tout le monde. Il faut te casser la gueule tout le temps, en fait. C'est ça le secret. Et en tout cas, pour ma part, c'est le cas, quoi. Tu te lances et oui, t'as la théorie, exactement comme on vous dit. Tu montes sur un vélo, t'appuies sur le pied gauche, t'appuies sur le pied droit, ça va tout droit, quoi. Bon, tu te seras pété la bouche 10 fois avant d'arriver tout droit, quoi. Et là, je pense que l'entrepreneuriat, c'est exactement ça. C'est la capacité à se relever à chaque fois. Parce que les baffes, tu t'en prendras toute la journée. Et même après 12, 15 ans, 20 ans de carrière, t'arrêteras pas, ça s'arrêtera jamais. Et chaque nouveau projet que tu vas monter, alors ça peut être des projets que ce soit au sein de ta société ou une nouvelle société que tu vas créer, ça sera quelque chose d'inconnu pour toi, sinon tu l'aurais pas fait. Et là, je vais prendre mon exemple. Par exemple, j'ai décidé d'acheter une boîte de matos apicole. Je suis pas apiculteur, je suis pas commerçant. Mais voilà, le seul truc, c'est que tu apprends tous les jours. L'interface client, là je l'apprends. La communication de masse, je l'apprends. Les devis, j'apprends. Les ristournes, j'apprends. Les devis comparatifs avec les clients pour me dire le concurrent il fait moins cher, tu peux t'aligner, tu apprends à gérer la situation. Et surtout, là, ce qui a été, vu que c'est une structure, on est 7, c'est le management. Et le management, c'est quelque chose, ça mérite formation quand même. C'est hyper compliqué. Voilà. Je pense que ça me fait penser à quelque chose. En fait, là, on parle de storytelling, on parle de création d'entreprise. Et justement, par rapport à ta question, ça relève aussi, je pense, du sujet de la confiance en soi. Beaucoup. C'est-à-dire que quand tu te lances dans un business, quand tu crées une entreprise, quand tu te mets à ton compte,
t'es face à toi-même surtout. T'es face aux clients, t'es face à plein d'inconnus, mais c'est surtout face à toi-même. Et donc, il y a une grosse partie aussi mindset, mental. Et je pense que c'est 90% de la chose. Et ça, on s'en rend pas compte quand tu débarques là-dedans, parce qu'on te l'a pas forcément dit, on t'a pas forcément mis de frein. Et en fait, tu te rends compte que c'est surtout ça. Donc, la première chose, c'est ce que j'essaye de faire avec mes clients, c'est de leur apprendre à être sûr d'eux, sûr de connaître leurs clients, exactement. C'est ce qu'on a raconté depuis tout à l'heure, de connaître la cible d'abord en premier, de savoir exactement quels changements ils peuvent apporter pour leurs clients, quelle est en fait la situation bloquée dans laquelle vous êtes là aujourd'hui, client, et la situation rêvée dans laquelle je vais pouvoir vous emmener. Et il faut le connaître, ce changement. Si vous n'êtes pas capable de savoir quel changement vous allez pouvoir apporter à vos clients, et de vous en rendre compte et de l'incarner, déjà, c'est super important d'avoir ça en tête. Parce que ça te permet d'être sûr de toi, à peu près, et d'avancer. Et en effet, comme on le dit tous les trois, c'est que tu vas apprendre tous les jours. Tu vas te prendre des bâtons dans les roues, tu vas t'éclater la gueule, et t'éclater aussi. Parce que tu vas forcément passer par des moments de down, où c'est la galère, où c'est des problèmes. Et en fait, entreprendre, c'est surtout réussir à résoudre des problèmes. Et plus tu y arrives, plus tu te rends compte, bah en fait, je sais faire. Combien je vais en avoir aujourd'hui? 5, 10? Et bah ok, clac, 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 j'en attaque 1, 2, 3, 4. Et ça continue. Et après, bah, comme tu en as réussi 10 hier, tu te sens un peu plus capable dans ces axes-là. Et voilà, et ça te permet d'avoir plus confiance, d'avancer, d'être plus serein. Est-ce qu'on a une autre question? Ah, merci. On continue sur les questions. Une autre question peut-être? Ah. Bonjour, merci pour vos partages d'expérience. Je vais revenir un peu sur le storytelling. Est-ce que vous intégrez, vous, la dimension culturelle dans la façon dont vous communiquez? Et je dis ça au regard de la diversité ethnique qu'on a en Calédonie. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez ou que vous prenez en compte? Je pense sincèrement, c'est comme elle l'a dit tout à l'heure, c'est qu'en fait tu dois t'adapter à ton public, donc de facto tu dois adapter ton storytelling au public. Donc je pense que tout simplement la réponse est oui, que ce soit sur de la vente de produits, que ce soit sur la vente de ton CV, la vente de ton projet, tu vas pas le vendre pareil à un Parisien qu'à un Calédonien, qu'à un Californien. Et donc ça c'est sur le scope mondial. Et ensuite tu viens sur notre petite île Calédonie. Il y a une diversité ethnique qui est assez prononcée, et donc évidemment on a chacun des cultures et des références différentes, et si tu essayes de capter un client sans avoir la référence qu'il comprendra, tu le capteras jamais. Donc oui, clairement, je pense que c'est une obligation même. Je fais une réponse, mais je suis sûre qu'Alexandre serait meilleur que moi à y répondre. C'est que souvent, en fait, dans le marketing, et moi dans le monde du numérique aussi, qui m'intéresse depuis longtemps, on fait ce qu'on appelle des personas. Donc les personas, c'est je vais vraiment donner un nom à mon client, un âge, il habite à Nouméa, dans tel quartier, il a tant d'enfants, voilà ce qu'il aime, voilà son slogan, voilà en fait ses achats. On va vraiment le profiler. Et souvent, on va faire plusieurs personas, une femme, un homme, un vieux, un jeune. Et on va adapter le discours en fonction en fait de l'ensemble de ces personas. Et on va même aussi faire ce qu'on appelle des empathy maps. On va regarder comment il pense, ce qu'il ressent, comment en fait les gens parlent de lui. On va aussi en fait faire ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. On va faire une journée type. Le matin, il se lève. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il consulte? Quels médias il écoute? À midi, qu'est-ce qu'il fait? Quel problème il va rencontrer sur, par exemple, il a une démarche administrative à faire. Est-ce qu'il y arrive du début jusqu'à la fin, ou est-ce que le téléservice marche pas, on lui donne pas les bons papiers? Donc là en fait on va vraiment regarder en fait son parcours utilisateur pour ensuite cibler l'offre de service et proposer des améliorations. Tu l'as en effet très bien dit.
Ta question, c'était par rapport... c'est ça, on répond bien à ça ou pas là, dans les... Ouais, c'est ça. En effet, juste pour continuer sur le buyer persona, qui est super important, comme l'a dit Charlotte, c'est... Déjà, évidemment, vous avez compris qu'il faut connaître votre client cible, votre target, votre buyer persona, comme on l'appelle en inbound marketing. C'est en effet vous faire une fiche d'identité de votre client type. Donc, très souvent, comme tu l'as bien dit, 2-3 personnes, c'est avoir bien en tête justement à qui vous vous adressez. Il peut y en avoir 2 ou 3 différents, mais c'est des grands types. Si c'est un homme de 50 ans, directeur d'entreprise, une femme indépendante qui a 60 ans, qui a 40 ans, il faut le savoir, et il faut ensuite en effet savoir exactement quel genre de mots ils vont utiliser, quel est leur budget, quelles sont leurs convictions, quels sont leurs loisirs, leur situation, où elles habitent. Plus vous aurez d'informations, plus ça vous permettra derrière d'avoir un message qui sera personnalisé et d'être sûr de les toucher, de ressentir leur émotion, et votre storytelling va encore mieux marcher. Et c'est encore plus intéressant parce que après le storytelling, il y a encore une autre étape si on parle vraiment business et communication et conversion pour faire de la vente, c'est le copywriting. Je ne sais pas si vous avez en tête ce terme ou pas. Copywriting. Alors c'est pas le copyright, les droits d'auteur, c'est copyright, copy C-O-P-Y, et writing, écrire, W-R-I-T-I-N-G. C'est en fait l'écriture persuasive, c'est l'art de faire passer à l'action avec les mots. Et du coup, c'est évidemment du storytelling, on va rajouter des émotions, on va permettre aux gens de s'identifier à l'histoire, mais le but derrière, c'est de les amener à réaliser une action, que ce soit acheter quelque chose, s'inscrire à une conférence, télécharger une vidéo, regarder une vidéo, commenter, peu importe. Le storytelling, vous le trouvez partout, le copywriting aussi. Que ce soit des affiches dans la rue de publicité, que ce soit des mails que vous recevez d'entreprises, des pages de vente. Le copywriting, c'est différentes techniques qui existent. La plus répandue, c'est AIDA. C'est simplement, par exemple, vous êtes nul en communication. Vous savez pas communiquer, vous perdez votre temps, parfois vos week-ends à savoir quoi rédiger, qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur LinkedIn. Vous mettez 3 heures à trouver la première phrase, vous avez vraiment ce syndrome de la page blanche, vous êtes vraiment nul, vous en avez marre. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux m'améliorer? Est-ce qu'il existe quelque chose pour s'améliorer? Imaginez que vous puissiez justement savoir exactement comment utiliser le copywriting, comment savoir bien rédiger sur les réseaux sociaux pour atteindre votre cible, pour les convaincre, pour les faire passer à l'action. Et justement, inscrivez-vous à cette formation, à ce café sans filtre ce matin. Venez nous rencontrer demain matin, si c'était hier. Et du coup, la personne, normalement, elle passe à l'action. On fait comprendre petit à petit. Il y a aussi de la PNL, la programmation neurolinguistique. C'est un peu les dessous du marketing, forcément. C'est de l'influence et de la persuasion. Pour faire passer les gens à l'action, il y a aussi rentrer un peu dans la tête, forcément, de ces personnes-là. Donc voilà, le copywriting aussi, très important. Vous le voyez partout. Et c'est super puissant, en tout cas, justement, pour la communication. On a bien répondu? C'est bon. Merci. On va faire encore 2 petites questions. Donc, monsieur. Bonjour. Merci pour vos témoignages, très intéressants, émouvants pour madame. Voilà, nous, on vous a amené 2 classes de terminale STMG, donc des jeunes qui sont à une première croisée de chemin pour eux, le bac à la fin de l'année, et puis choisir qu'est-ce qu'on fait derrière. Donc ils vont devoir s'inscrire sur Parcoursup, etc. Donc ils se posent la question, université, DUT, BTS ou école de commerce. Donc le storytelling, donc moi je pense que c'était vraiment intéressant de les amener, mais voilà, nous on a des élèves, c'est culturellement compliqué, je rejoins un peu ce que disait la question de madame derrière. L'oral c'est très compliqué. À Jules Garnier on a un concours chaque année Rhetorica, donc qui est vraiment très bien, qui est organisé par 2 enseignantes de lettres. Et donc vous voyez déjà, rien que pour poser une question c'est compliqué, alors storytelling complet, vous imaginez bien. Donc voilà, moi ce que je voudrais savoir pour eux, ce qui pourrait les aider, c'est en regardant votre parcours dans leur rétroviseur,
Messieurs, j'ai retenu que vous aviez fait une école de commerce. Madame, vous avez fait donc l'université. Est-ce que vous pourriez leur dire, est-ce que vous leur conseilleriez une école de commerce pour vous, de voir de ce que ça vous a apporté, pour qu'ils aient des réponses là, pour savoir dans leur choix, est-ce que vous leur conseilleriez d'aller à l'université, de faire un BTS, ou d'aller à l'EGC ici, puisque l'école de commerce de Nouvelle-Calédonie c'est l'EGC, au vu de votre parcours et de ce que ça vous a apporté là où vous êtes aujourd'hui. Voilà, merci. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses. Voilà, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de bonne, vraiment en plus, il n'y a pas de bonne version ou pas. Tous les choix sont bons. Ce qui va vraiment vous différencier, c'est plusieurs choses à côté. Que vous ayez fait un IUT, une école de commerce, un BTS ou quoi, ce qui va vous différencier derrière, pour savoir déjà vous ce que vous voulez faire et surtout être recruté par des recruteurs, c'est plusieurs choses. Ça va être vos compétences, par exemple, en informatique aujourd'hui, si vous développez un peu de vidéo, si vous faites des choses graphiques, audiovisuelles. À côté, ça va être les langues aussi, l'anglais, l'espagnol, le russe, le chinois, peu importe, pour vous démarquer des autres. Et ensuite, c'est vraiment les compétences, on va dire, ce qu'on appelle les soft skills. Donc c'est pas le hard des logiciels ou quoi, c'est vos compétences relationnelles. Et ces trois choses-là, c'est aussi ce que vous allez apprendre sur le terrain, avec des rencontres, avec des stages, avec des alternances. Plus vous allez avoir d'expérience, plus ça va vous permettre de valider ce que vous avez appris à côté. Donc, école de commerce, moi j'en ai fait une, je connais beaucoup moins l'IUT ou BTS, même si je suis prof au BTS à l'IUT. Je saurais pas vous dire en fait vraiment la réponse. Je sais que moi l'école de commerce m'a permis de faire beaucoup de stages, d'avoir des profs qui sont aussi professionnels à côté, mais l'IUT finalement ils le sont aussi, ils ont une entreprise à côté, donc ça permet d'être ancré vraiment sur la réalité du terrain en plus de la théorie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir une logique à chaque fois professionnelle dans vos devoirs, dans vos rendus. Même si vous êtes en première année, ou en deuxième, ou en troisième, essayez toujours de vous dire qu'est-ce qui peut être cohérent, est-ce que mes idées sont justifiées, et que ce soit y rajouter aussi de l'émotion, que ce soit cohérent et professionnel, pour vous dire, tiens, qu'est-ce que le professionnel demain va valider ou non. Il faut que ce soit carré, il faut qu'il y ait des idées justifiées, et c'est ça le plus important. Ne pas rester trop scolaire, et toujours, surtout, surdélivrer, en faire plus que ce qui vous est demandé. Alors forcément, il faut avoir un peu la motive, mais essayez de vous projeter après, quand vous aurez votre bac, quand vous aurez vos diplômes, pour trouver un boulot, essayez d'en faire plus, de vous développer, d'apprendre le plus possible, de faire des rencontres et d'être curieux, quoi. C'est la curiosité aussi. Alors moi, j'ai le même début de réponse qu'Alexandre. Pour moi, il y a pas forcément de meilleur lieu, université, école de commerce ou autre. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'est-ce qui vous fait envie ? Comment vous avez envie de vous projeter ? Et finalement, là, le storytelling, c'est-à-dire la façon de parler aux autres, la façon de vous présenter, la façon de présenter votre projet, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas bien à l'école. C'est vrai, hein, on écoute le prof parler, qui s'écoute parler souvent, et souvent les élèves n'ont pas tellement de place pour la parole. C'est en train de changer, doucement, avec notamment les nouveaux quotas au bac, où on a en fait je crois que c'est 15% de la note qui compte sur la présentation orale. Et là encore, en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas beaucoup en fait d'enseignants. Alors je sais qu'il y en a dans la salle, vous me contredirez si vous pensez le contraire, mais on n'a pas beaucoup d'enseignants formés à accompagner correctement les élèves sur cette prise de parole en public, hein, cette soutenance devant un jury. Donc moi j'aurais envie de dire, arrêtons de penser, on va dire avec ce carcan un peu francophone, pensons en fait un peu à la mode anglo-saxonne. Dans le Pacifique, en plus, on a beaucoup de voisins anglo-saxons. Eux, ils privilégient la parole des élèves en cours. Ils
ils encouragent en fait cette prise de parole de façon beaucoup plus forte, en ayant d'ailleurs la petite phrase « Vas-y, c'est pas grave si on rate ». Parce que comme le disait Nicolas, il faut se casser la gueule. Et comme disait mon grand-père, il faut avoir de l'expérience pour être meilleur en meilleur. Et c'est vrai que cette prise de parole, en tout cas, l'école est en train de changer là-dessus. Moi, j'accompagne de la province sud depuis 2016 dans un programme que j'adore, qui s'appelle Jeunesse Développement Durable, où chaque année, on encadre 80 élèves CM1, CM2, collège, lycée, et je sais que l'université est depuis cette année éligible à ce programme. L'objectif, c'est quoi? C'est d'accompagner ces élèves sur un projet en lien avec le développement durable. Souvent, les petits élèves de primaire, ils aiment bien avoir un potager dans leur école, mais on va avoir des lycéens qui disent « Nous, on veut du photovoltaïque sur notre toit ». Il y en a d'autres qui ont inventé des glacières low-tech pour refroidir les salles de classe. Chaque année, on a des projets absolument fabuleux qui sortent de la tête de ces jeunes. Moi, j'arrive pour les aider en fait sur la gestion de projets, avec des techniques d'idéation, de planification de leurs projets et de prototypage. Et j'ai demandé à mon fidèle Guénolé Bouvet, qui est le coach officiel des TEDx Nouméa, de m'épauler pour que lui, en fait, il puisse aider ces 80 jeunes sur les techniques de prise de parole en public. Donc, par exemple, au mois de juin, on va avoir les 80 jeunes à Poé sur cette formation. Et en octobre, on les met sur la scène, sur une scène. Alors, traditionnellement, c'est au Centre culturel Djibaou. Là, ça sera peut-être au MK2. Et on les filme comme s'ils faisaient des mini-conférences TED. Et vous verrez, moi, je vois la différence. Chaque année, j'ai des élèves, en fait, qui regardent leurs pieds. Et j'ai des élèves qui, après la formation, disent « Mais maîtresse, en fait, faut pas qu'on ait peur de parler en public, en fait. C'est cool. » Et à la fin, quand ils se voient sur scène, avec le micro-casque des professionnels à la Steve Jobs, et ben là, waouh, ils sont super fiers d'eux. Et nous, on est carrément aussi super fiers d'eux. Et ça leur montre quoi? Oui, même si on est petit, on peut porter un projet. Oui, même si on est petit, on a le droit à la parole et on a des super idées à partager. Et en plus, voilà, ils vont jusqu'au bout. Donc ça, voilà, ça m'en fait des frissons parce que chaque année, c'est du bonheur assuré. Mais tout ça pour vous dire que c'est super important de savoir présenter les choses. Fixez-vous des objectifs. Et cette prise de parole en public, il faut se challenger pour gagner en expérience. Et puis, bonne journée. Et puis, j'espère en voir peut-être dans les années qui suivent à Pépite. Gardez ça dans votre tête. Bonne journée.